Bonjour à toutes, bonjour à tous. On m'a dit d'attendre 35, il est 35, donc ça y est, on démarre. Merci beaucoup d'être ici à la Maison de la Poésie avec nous pour cette journée qui est organisée donc, par Télérama et par Longueur d'onde, qui est un festival brestois, si vous ne connaissez pas. Donc on va parler aujourd'hui de l'adaptation du roman de Laurent Mauvigné Autour du monde, une adaptation qui a été diffusée sur France Culture l'année dernière. Et je vous propose juste de commencer par écouter une partie du générique de cette adaptation pour se mettre un petit peu dans la tonalité du roman et de son adaptation radiophonique. Quelle heure il peut être chez moi? Autour du monde. De Laurent Mauvigné. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Ayman. Voilà, c'est très court, mais ça suffit pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et vous venez donc d'entendre 3 noms qui correspondent, c'est magique, aux 3 personnes qui sont présentes ici. Donc Laurent Mauvigné, l'auteur du roman Autour du monde, publié en 2014 aux éditions de Minuit. Louise Aubrieux, qui a pensé adapter le texte pour la radio. Et Juliette Ayman, qui était aux manettes de la réalisation radiophonique de cette adaptation, et donc aussi à la direction des comédiens et des comédiennes. Cet après-midi, on va essayer de décortiquer ce processus d'adaptation et de création qui est celui de l'adaptation radiophonique. Donc ce n'est pas une lecture ni une création ex nihilo, c'est une adaptation d'un texte qui existe déjà. Et donc je vous ai dit que voilà, le roman a été publié en 2014, l'adaptation date de l'année dernière, et pour présenter juste brièvement le roman d'une façon incomplète, c'est un roman vraiment spécial puisqu'il entrelace une quinzaine de récits qui se déroulent partout sur le globe terrestre, donc du Japon à la Tanzanie, en passant par Jérusalem ou la mer du Nord. Et ce n'est pas non plus une suite de nouvelles. Et ce qui lie les personnages et les différents récits, c'est vraiment un espace-temps. Donc l'espace, c'est la Terre globalisée. Et le temps, c'est mars 2011. Et qu'est-ce qui s'est passé en mars 2011? Le séisme au Japon et le tsunami qui a suivi. Voilà, c'est très 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 bref, mais comme ça, vous l'avez en tête. Et donc, c'était une adaptation un peu folle, un défi, puisque ne serait-ce que par le nombre de lieux, d'endroits géographiques et donc d'ambiances sonores très différentes qu'il a fallu construire. Mais ma première question, ce sera pour vous, Laurent Mauvigné. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'auteur quand on vous dit qu'on va adapter votre roman à la radio? Est-ce qu'on est inquiet? Est-ce qu'on a peur d'être dépossédé, si tant est qu'on possède un texte? Voilà, qu'est-ce que... Non, pas peur d'être dépossédé. Ça, au contraire, moi, je suis toujours preneur de c'est moi que quelqu'un veuille s'occuper de la patate chaude. Moi, il n'y a pas de problème, hein, au contraire. Moi, ça me permet de passer à autre chose, c'est très bien. Non, puis là, en plus, en l'occurrence, c'était pas vraiment, il n'y avait pas d'autant moins cette question-là que le livre avait déjà quelques années quand même. Et non, c'était amusant parce que je me suis dit que si ma première réaction, ça a été de me dire que s'il y avait un livre qui devait être fait pour la radio, c'était celui-ci. D'abord par sa structure, parce qu'effectivement, il peut être découpé en épisodes, puisqu'il y a plusieurs histoires, même si pour moi, il s'agit bien d'un roman, dans le sens que vous avez évoqué. Il y a une unité et malgré tout de lieux, si on pense la planète comme un seul lieu. Et je pense qu'il y a une dimension politique à le penser comme un seul lieu. Et puis c'est un livre que j'ai écrit vraiment en travaillant beaucoup la question de l'écriture comme une onde, l'onde de choc du tsunami, la vague. Et tout ça était vraiment, j'allais dire, c'était déjà une question d'onde dès le départ, y compris dans l'écriture, parce que c'est un petit peu ça qui fait le lien. L'écriture comme lien, mais qui était comme si le tsunami était aussi une métaphore de l'écriture. Et donc l'espace comme ça un petit peu
peu ineffable, un peu indicible comme ça, quelque chose qui circule un peu par l'air, un peu par... donc il y avait une sorte de vibration, y compris dans l'écriture du livre. Je sais que pour moi, la question sonore a été présente tout de suite, en fait. Donc j'étais plutôt ravi, heureux du projet. Et puis, j'allais dire, l'inquiétude, elle est venue peut-être un petit peu après. Dans les questions, on commençait à se poser de quel type de coupe, de comment on organise ça, sachant que moi, je ne voulais pas me substituer à personne là-dedans, quoi. Quand vous dites que la question sonore s'est posée tout de suite, c'est dès l'écriture Oui, parce que c'est un livre qui fonctionne à partir du moment où on n'a pas de l'alibi dramaturgique, narratif, traditionnel comme ça, d'une évolution en 3-4 parties, où là tout est horizontal et on passe vraiment d'une histoire à l'autre comme ça. Il fallait créer du lien par des sensations. Alors, par la question de l'écriture, des transitions, ça on en reparlera, mais aussi à l'intérieur de chaque histoire, par cette... la radio est présente beaucoup dans le livre, parce qu'il peut se passer une histoire où on entend parler du tsunami simplement parce que quelqu'un écoute la radio ou la télévision. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement l'aspect planétaire d'un événement. J'aurais pu faire, aujourd'hui, je pourrais faire la mort de la reine d'Angleterre, ce serait pareil, hein, d'une certaine manière. Vous voyez comment on est les contemporains d'une espèce d'actualité qui nous absorbe totalement. Et trouver une unité à travers ça, donc c'était déjà travailler les sensations. Et pour ce livre-là, il se trouve particulièrement les sons. Les sons étaient importants vraiment dès le départ, donc c'est pour ça que j'étais plutôt... à la fois intrigué et en même temps, j'ai eu l'impression que d'une certaine manière, ça mettait un petit peu un point final au livre, quoi. D'accord, merci. Alors vous, Juliette et Louise, quelles questions se sont posées au moment de se lancer dans cette adaptation? Pourquoi déjà se lancer là-dedans? Et est-ce que vous avez hésité? Enfin voilà, je veux bien qu'on revienne un petit peu à la genèse de l'adaptation. Alors bonjour. Pour revenir à la genèse, en fait, je rencontre Laurent Mauvigné au moment de la création d'Une légère blessure au Théâtre du Rond-Point. Et évidemment, je connaissais une partie de ses textes. Et à partir de là, je lis énormément de choses de Laurent. Et j'ai déjà fait plusieurs adaptations pour les fictions de France Culture. Et j'avais très envie de défendre cette écriture en feuilleton sur un long format, parce que ce que je trouve très, très fort, en fait, à travers les moyens de la radio, c'est de pouvoir rendre accessible une écriture, une langue. Évidemment, Laurent Mauvigné était déjà, France Culture était déjà très à l'écoute de cette écriture. Il y avait déjà plusieurs choses qui avaient été faites, entre autres par Juliette, entre autres au Festival d'Avignon sur un montage de texte également. Et très vite, en fait, j'ai lu plusieurs romans. Et évidemment, Autour du monde, c'était une évidence pour toutes les raisons que vient d'évoquer Laurent. Mais aussi parce que, pour moi, la radio, c'est un endroit où on peut, en effet, survoler les frontières. On peut se retrouver confronté à des personnages qui sont très différents de soi, et que ça provoque une histoire. Et j'aimais aussi, c'était une intuition évidemment un peu folle, c'est que j'aimais beaucoup l'idée que on soit dans 14 récits différents, à chaque fois au cœur d'une histoire, au cœur de son nœud, et qu'on soit voilà, au moment du suspens, de la vague, au moment où ça... Enfin, cette métaphore de l'écriture et de la structure, je trouvais ça passionnant pour un feuilleton, en fait, parce que ça obligeait à poser des questions de structure aussi, sur... On n'est pas forcément dans une chose traditionnelle du feuilleton, donc j'aimais bien aussi comment ça me posait problème, d'une certaine manière. Et voilà. Et après, j'ai fait cette proposition et je me suis embarquée dans cette adaptation sans savoir au départ que c'était Juliette Eman qui allait le réaliser. Je le souhaitais profondément parce qu'on a travaillé plusieurs fois ensemble avec Juliette. Et pour moi, il fallait une personnalité artistique comme Juliette pour rattraper au vol cette adaptation qui reste quand même qui restait pour moi un défi. Et après, voilà.
Et vous avez prononcé le mot problème, et il y a une phrase qui a été reprise sur le site de France Culture qui résume bien le problème, c'est adapter le texte de Laurent Mauvignier Autour du monde, c'est comment embarquer l'auditeur dans un roman qui s'arrête dès la 20e page pour se glisser subtilement dans un autre situé à 10 000 km de là. Comment on gère ça au niveau à la fois du texte et de la réalisation pour par exemple la construction des ambiances sonores, Juliette En fait, moi, la question de la fluidité et du rythme, ça a été vraiment la question principale. Moi, je connaissais le roman de Laurent, que j'avais adoré. Donc, quand Louise m'a parlé de cette adaptation, j'avoue qu'au départ, j'ai vraiment pris ça comme un défi, déjà pour elle. Et après, quand j'ai dit oui pour moi aussi, mais comme j'aime bien les défis, ça m'allait très bien. Et j'avais jamais eu l'occasion de m'attaquer à un texte, justement, où apparemment, il y a comme ça 14, puisque en fait, il y en a une qui n'est pas traitée dans l'adaptation. Donc, non, il y en a 13 ou 14 ? Oui, c'est ça, 14. Et nous, il y en a 13 dans le feuilleton, il y en a une en moins. Et de trouver, en fait, comment dire, à la fois de rentrer dans la densité de chaque histoire, donc de chaque fiction. Moi, j'ai eu l'impression de faire 14 fictions, 13 fictions différentes. Dans ma distribution, dans ma façon de traiter chaque histoire, j'ai absolument pas pensé au tout. Mais évidemment, dans l'unité, il y a le tout. Évidemment, il y a le tsunami qui est en écho avec tous les tsunamis intérieurs de chaque personnage. Donc la vraie question de réalisation, c'était pas tant de diriger des acteurs, ce que je sais faire, si la distribution bien sûr est juste, sur chaque fiction. C'était d'unir tout ça. Pour en faire pour trouver cette fluidité, presque je dirais cette douceur d'une vague qui va recouvrir une autre dans un fondu enchaîné, vraiment comme l'écriture qui nous amène comme ça, sans qu'on s'en rende compte, sur la prochaine histoire. Et on est déjà dans l'autre histoire qu'on n'a pas encore quitté la première. Et ça, comment faire ça, quoi ? Comment faire ça ? Et du coup, la question évidente était déjà qu'il ne fallait pas, mais ça c'est Louise qui l'a traité, avoir 13 épisodes différents. De toute façon, c'était un feuilleton de 10 épisodes, et justement pas dans chaque histoire égale un épisode. Chaque histoire égale un épisode. Tout de suite, au niveau de l'adaptation, Louise a réfléchi à ça, et c'était d'une justesse absolue par rapport au roman. Il fallait évidemment, dans chaque épisode, traiter plusieurs histoires, pour qu'on ait cette vague qui circule et qui recouvre l'autre. Donc moi, la question du rythme, de la fluidité des transitions, on va y revenir, était primordiale. Et je me suis beaucoup là-dessus appuyée sur la musique et la création de Dominique Massa et Patrick Martinage, qui, eux, je leur ai demandé de travailler la globalité. C'est-à-dire que par l'immersion sonore, là, je ne parle pas des ambiances, mais vraiment des musiques, des nappes. On a une unité, évidemment les génériques, et voilà. Et je pense que c'est qu'on sent ça. Et par rapport à ce que vous disiez, Élise, la question sur les ambiances sonores de chaque... oui, on est au Japon, après on va sur un catamaran dans le golfe d'Aden, après ça, c'est pas vraiment en fait un problème, c'est juste une recherche de son. Ouais, mais c'était quand même super important parce que vous avez fait le choix de ne pas caster des comédiens avec des accents ou étrangers. Parce qu'il y a eu la question de la langue, quand même. Alors, la question de la langue, donc, c'est... il fallait construire des ambiances culturelles qui nous fassent entendre où est-ce qu'on est, quoi, sur cette terre. Tout à fait. La question de la langue, on se l'est posée d'ailleurs avec Louise, parce qu'on a beaucoup communiqué ensemble. Ma première question, je dis, est-ce qu'on va avoir des comédiens avec des accents ? Alors ça, c'est un choix de réalisation, mais la réponse pour moi était évidente. On a une langue, je dirais une langue babélienne, comme tu dis. On a une langue qui englobe tout. Il était hors de question, pour moi, d'avoir des accents, quoi. Alors il y a des petits moments où il y a eu quelques, je pense notamment à Jérusalem, je crois, où le chauffeur de taxi... qui est présent dans le roman. Et c'est présent dans le roman, en fait. Les moments qui sont présents dans le roman dans où il y a autre langue étaient respectés, oui, bien évidemment. Mais sinon, cette question-là, et après, il fallait faire voyager l'auditeur. Et bien sûr, donc on a eu un énorme boulot de recherche d'ambiance correspondant. Mais on triche beaucoup à la radio. C'est-à-dire que voilà, on n'était pas au Japon, on avait des comédiens japonais qui sont venus. Et oui, là, c'était des vrais Japonais pour qu'on ait une ambiance de bar. Et le personnage, il parlait français. Mais la convention marchait, à mon sens.
Ça, c'est à l'auditeur de le dire. Donc oui, c'est chouette d'essayer de trouver tous les endroits. Mais c'était pas la première question pour moi. Vous voyez, c'était pas cette question-là. On le sait, c'était pas le défi, quoi. Oui, vous l'avez évacué en fait assez vite. Oui, c'est des questions de recherche d'ambiance, de justesse, tout est dans le texte, quoi. Tout est moi de toute façon dans mes réalisations, je m'appuie sur le texte, quoi. Et c'est le texte qui me porte. Et après l'adaptation qu'on a fait Louise, et moi je reviens tout le temps à ça. Et je pense que la distribution est capitale. Et à partir du moment où on a cette langue, voilà. Après, c'est comment. Voilà, moi, mon vrai défi, c'était d'unir tout ça et qu'on n'ait pas justement que les auditeurs disent pas ok, c'est 14 histoires, hop, on arrête le poste. Non, c'était et qu'à la fin, ça ait un sens. Et sur la question du lien, on reparlera tout à l'heure des transitions puisqu'on vous fera écouter un exemple de transition entre deux histoires. Mais sur la recherche d'un lien entre les histoires, d'une unité, vous avez tenté de travailler avec une carte, c'est ça Alors ça c'est toi, Laurent, qui a commencé à travailler avec une carte. Et cette idée, tu me l'as racontée. Et j'étais à un moment, je pense on s'est vu 2-3 fois sur toute cette période. Et je pense que c'est un roman dans lequel on peut, quand on travaille vraiment sa structure, on peut non pas se perdre, mais et c'est pas une perte, comment dire, c'est quelque chose qui est troublant en fait. Et ce moment de trouble, j'ai eu besoin de le matérialiser grâce à ce récit que me raconte Laurent, que tu utilises une carte, et ce qui a permis aussi de voir toutes les ramifications intérieures qui sont en résonance d'une histoire à l'autre, voire d'une histoire à 3 histoires après. Et ça, c'est extrêmement beau dans le roman parce qu'il y a énormément de liens. Je me souviens avoir lu comme ça une journaliste qui parlait d'une structure en rhizome. Et je trouvais que l'idée était vraiment très intéressante, c'est-à-dire quelque chose qui crée, qui n'a comme objectif que de poser la question de l'être humain quand il rencontre quelqu'un qui ne rencontrerait jamais dans sa vie normale, mais qui, parce qu'il est en voyage, il se retrouve confronté à une personne extrêmement différente de soi. Et qu'est-ce que ça provoque chez soi, en fait, d'être en voyage, d'être en transition, d'être en déplacement, et qu'est-ce que ça déplace à l'intérieur de soi. Et voilà. Et je trouvais que c'est-à-dire que c'est une chose très intérieure, et il me fallait une carte, grâce à Laurent, moi aussi, pour réussir à poser tout ça. Ouais, alors la carte, en fait, moi c'est vrai qu'au départ je m'en étais servi pour des questions très techniques, très à partir du moment où j'ai moi mes premiers romans, je fais un détour encore. Mes premiers romans, ça se passait plutôt dans des maisons, et voire même plutôt dans les cuisines des maisons, quoi. Et au fur et à mesure, j'essayais de sortir des cuisines, donc j'essayais de grandir un petit peu le cadre dans lequel ça se passait. Le premier roman où je l'ai vraiment fait, c'était dans la foule, c'était le Heysel, et donc c'était dans un stade. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même qu'un stade, malgré tout, même si c'est 60 000 personnes, c'est quand même un huis clos, c'est quand même un lieu fermé. Et donc l'idée d'Autour du monde est un petit peu née un peu avec cette idée-là d'élargir la focale le plus possible. Sauf qu'à partir du moment où on prend le monde en le considérant malgré tout comme un seul lieu, je me suis rendu compte à un moment donné que chaque continent, et ça c'est quand j'avais ma carte comme ça, je regardais chaque continent, mais en fait je me dis mais c'est une maison, et en fait chaque continent est une pièce de cette maison. Mais c'était très utile aussi d'un point de vue technique, et d'un point de vue d'une fabrication du rythme, et de travailler et les répétitions et les différences. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est dans un endroit ensoleillé et sec, j'avais plutôt besoin après de trouver une ambiance froide, ou créer comme ça toujours avec cette idée de la transition. Enfin, tout le livre a été écrit vraiment d'un point de vue presque musical, sur vraiment une question à la fois de créer des dissemblances,
tout en gardant un fil comme ça, continu. Et donc c'était toujours essayer de jouer comme ça, d'où l'idée du plan qui me permettait d'un petit peu de réunir un petit peu, en tout cas d'essayer de millimétrer un petit peu toute cette fabrication qui était pour le coup presque plus importante presque que les personnages ou même que les histoires. C'est pour ça que c'était pas des nouvelles, c'est que je pouvais vraiment pas du coup à la fin séparer. Il y a une histoire, d'ailleurs c'est marrant qu'il vous est arrivé la même chose qu'à moi finalement, puisque moi au départ il y avait 15 histoires et il y en a une qui vraiment n'entrait pas dedans. Et pourtant séparément elle marchait, mais elle s'articulait pas avec l'ensemble, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette question du rhizome. Il y a 3 histoires, par exemple, pour moi, qui fonctionnent à l'intérieur du livre totalement ensemble. L'histoire de l'Anglais avec sa fille, l'histoire des touristes en Tanzanie et la prise d'otage des pirates. Ces 3 histoires, par exemple, pour moi, elle parle du colonialisme et du rapport nord des pays riches et des pays dits émergents. C'est des histoires qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui, pour le coup, posent des situations politiques, sociales ou autres, et qui se répondent. Mais évidemment, je ne fais pas les questions et les réponses, c'est aux gens de les déduire, quoi. Et les transitions, elles se passent aussi dans ces espaces-là, quoi. Il y a l'espace rythmique, sonore et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi effectivement des constructions qui se font sur un autre plan. Et moi, c'est ce qui m'intéressait beaucoup à entendre dans le travail de Juliette, mais de Louise au départ, puisque je trouve que la difficulté, elle était là, justement, d'essayer de retrouver ça, quoi. Je vous propose qu'on écoute un séisme. Parce qu'il y a quand même un moment dans le roman où c'est le moment du séisme. Et donc dans l'adaptation, c'est l'épisode 1. Donc on est au Japon. On est avec 2 personnages, une japonaise qui s'appelle Yuko et un Mexicain qui s'appelle Guillermo. Ils sont dans une maison, ils ont bu beaucoup trop de mezcal, ils s'apprêtent à faire l'amour et le séisme arrive. Les mains de Guillermo maintenant s'agrippent à ses fesses et à ses hanches. Elle penche le cou et la tête de Guillermo se penche sur elle. Et Yuko sent qu'elle bascule. Elle va tomber. Il la retient et l'entraîne et bientôt ils sont tous les 2 au sol, sur le plancher sec et poussiéreux de vieux bois blanc. Et alors, ils ne le savent pas encore. Mais quelque chose dans les entrailles de la terre, très loin en mer, pas assez loin cependant. Quelque chose a commencé trop près du Japon, quelque chose dans la nuit marine. Quelque chose là-bas, dans les profondeurs, a commencé d'arriver. Le mezcal se met à vibrer dans la bouteille. Oui, c'est comme un frémissement, une casserole d'eau qui bout sur le feu. Et puis c'est la bouteille elle-même qui se met à trembler et à rouler. D'abord, c'est presque rien. Ça arrive lentement, un frissonnement. Puis la bouteille roule, mais ce n'est pas exactement ça. Elle semble plutôt prise de spasme. Elle vibre. Elle sautille sur elle-même et ne sait plus sa route. Elle fait des petits bonds, elle rebondit, repart, dévie et... Il s'arrête pour la regarder. Il ne bouge plus. C'est comme une danse. Au début, un bruit comme les vieux télégraphes dans les films en noir et blanc. Et puis un bruit plus fort, un bruit de castagnette. L'un d'eux laisse échapper de sa bouche quelque chose comme un oh étonné et presque timide, incrédule. L'autre ne répond rien. S'il le faisait, sa voix ne serait peut-être pas audible parce que les vitres elles-mêmes commencent à vibrer, puis à trembler trop fort. Puis les murs à l'unisson aussi tremblent et laissent monter cette vibration qui bientôt saisit toute la maison et la fait craquer et se tordre. À l'intérieur, tous les objets semblent soudain avouer qu'ils sont vivants, qu'ils ont toujours été vivants. Et ils gênent, chuintent, crient, hurlent et se contorsionnent, se déforment, tirent, poussent, cassent. Et cette fois, la vie semble surgir de l'intérieur des objets. Mais c'est une vie malade qui grince, éructe, grogne. Et à l'intérieur des vivants, une autre vie s'anime. La vibration parcourt les corps et fait sonner les os comme une caisse de résonance dans les membres. Des bruits qui remontent le long des corps, quelque chose de trépidant dans les murs, dans les objets.
quelque chose comme des pulsations instables se répandant, se diffractant, explosant partout à l'intérieur des choses et des corps. Restons seuls. Yuko sait ce qu'il faut faire. On l'a appris à l'école. On l'a répété des centaines de fois. On l'a fait aussi à d'autres occasions. Mais là, les vibrations ne se calment pas tout de suite. On croit que ça va finir, mais non, au contraire. À ce moment-là, les objets s'affolent. Les bibelots s'échappent des étagères, dans la cuisine, dans les meubles. Les chaises tombent et les lampes non. Elles décrivent des cercles, des sursauts comme des hoquets, et tout autour, c'est la dégringolade des gamelles, des bouteilles. Ça éclate comme des bulles, ça casse, se fend. Des objets légers comme l'air ou lourds et si apparemment impassibles. Le terrarium se soulève et retombe dans un énorme craquement. Et comme un grand corps abattu, il fait résonner et trembler le plancher, et les planches se disjoignent. Sortir très vite. Elle sait, comme tous les Japonais le savent. Comment on construit ça, enfin, comment on fabrique une telle densité sonore et avec tous ces... Oui, c'est pour vous. Alors, on a des bruiteurs. On a à la radio, on avait 2 bruiteuses, Sophie Bissant et Elodie Fiat. On a la création sonore de Dominique Massa et Patrick Martinache, et on mélange tout ça. Donc concrètement, il y a ce tremblement. Enfin, moi, ce que je souhaitais. Alors, bon, c'est cet extrait-là, mais en fait, il faudrait presque écouter la suite, où tout d'un coup, on est encore dans le séisme, et puis il y a la vague surtout qui arrive, et là, au niveau sonore, il n'y a plus rien, justement. Il y a juste une vibration. Et c'est ce contraste aussi. J'ai voulu jouer aussi sur ça, parce qu'à la fin, on n'en peut plus, et on l'a dans la tête, on n'a plus besoin de l'entendre, en fait. Et la difficulté, c'est de ne pas non plus être dans le pléonasme, c'est-à-dire, oui, les objets, mais on a compris, quoi. Donc moi, j'ai vraiment travaillé sur la tension qui monte comme ça, et ça se fabrique, c'est de l'artisanat. Enfin, moi, j'ai encore l'image de ce tremblement de terre. Il y avait les 2 bruiteuses, Louise était là, il y avait même 2 comédiens, et on était avec des volets comme ça, et c'était orchestré vraiment comme... Ah non, je ne parle pas des comédiens. Là, je parle que du bruitage, c'est à part. Ah oui, bien sûr, oui, ça me paraît évident. Oui, tout à fait. À la radio, on n'enregistre pas tout en même temps. On fait comme au cinéma, il y a une post-production, il y a un montage et il y a un mixage. Donc, on enregistre de la matière sonore. Là, en l'occurrence, on a enregistré 2 comédiens. En fait, il y a 3 plans. Dans cet extrait-là, il y a le plan donc des voix des comédiens, je dirais, qui étaient en studio sans rien du tout, comme les monologues intérieurs, j'appellerais ça, hein, ce duo. Il y a la scène. La scène, c'est on entend quand ils font l'amour, on entend des respirations sans l'enregistrer dans un appartement. Ça aurait pu être en studio, mais en l'occurrence c'était dans un vrai appartement. Ils étaient au sol et il y avait comme ça des petits mots, des choses. Et le 3e plan, c'est bien sûr les bruitages. Et le 4e, c'est la musique, à part aussi. Et donc, on mélange tout ça, quoi. Voilà, c'est vraiment... Et sur le tremblement en soi, ça a été comme de la musique, parce qu'il y a une musique dans le texte. Et Elodie, la bruiteuse, dirigeait vraiment ça comme un chef d'orchestre. Hein. Je la revois encore en train de faire le geste. On monte, on monte, on monte, on monte. Après, il y a l'apogée, on descend. Et évidemment, on a fait 3-4 prises. Nous, on a mélangé des prises, on a enlevé des choses quand je trouvais que c'était trop en pléonasme. Voilà, ça se fabrique, quoi. Et sur une chose comme ça, on peut mettre facilement une demi-journée en post-production. Il y a des événements comme ça, comme l'attentat aussi. Enfin, il y a des moments sonores qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. C'est de la dentelle. Chaque son est vraiment pensé au moment. Rien n'est au hasard, hein, dans la post-production. La matière peut être hasardeuse parfois, et dans la post-production, tout est... Voilà. Après, c'est aussi mon oreille et quelque chose qu'on peut pas décrire avec les mots non plus, parce que c'est ma vision. Chaque réalisateur, quelqu'un d'autre aurait fait autrement. Et des fois, je peux même pas expliquer pourquoi ce son, je le veux là. C'est impossible. Mais c'est mon ressenti, c'est mon émotion, c'est
c'est mon inconscient aussi, parce que la radio travaille beaucoup sur l'inconscient, et je trouve que le texte de Laurent m'a beaucoup amené dans ces imaginaires-là, des choses qu'on ne peut pas dire avec les mots, et on est dans de tels tsunamis intérieurs, et il y a une part, voilà, et c'est ça qui est beau à la radio, c'est vraiment l'écran de l'imaginaire, hein, qui est plus grand que tout ce qu'on peut voir. Ce qu'on entend aussi dans cet extrait, c'est que vous avez opté pour une narration polyphonique avec différentes voix. Dans le roman, pour le coup, on a affaire à un narrateur ou une narratrice un peu omniscient, avec un don d'ubiquité qui sait tout ce qui se passe. Comment vous avez opté pour le choix d'une narration polyphonique? Est-ce que c'est un sujet de discussion entre vous, Louise et Laurent? Est-ce que c'était un choix évident? Alors, moi, ce qui m'a... En fait, on s'accroche, quand on adapte, on s'accroche sur les éléments extrêmement concrets, formels du roman. Et dans ce roman, il y a des dialogues qui sont des surgissements de scénarios ou de pièces de théâtre. Et sinon, il y a ce grand récit qui passe d'un point de vue à un autre, hein, comme si on passait d'un crâne à un autre. Et en fait, j'ai vraiment tout de suite essayé de faire le lien entre les scènes et ce grand récit. Et ça m'est venu assez rapidement de me dire, osons un récit intérieur à la troisième personne. Et je l'ai tenté dans un premier temps. J'avais commencé le tout début, le premier épisode. Je l'ai très vite abandonné. Je suis allée beaucoup plus loin. Je me suis occupée du 3e et du 4e épisode parce qu'il y avait une entrée d'un point de vue formel qui était plus évidente. C'était très, très cinématographique. Donc voilà, je suis passée par là. Puis après, je suis revenue au début. Et une fois que j'avais 2, 3, 4 épisodes, j'ai posé la question. Enfin, j'ai expliqué à Laurence que la manière dont je voyais les choses. Et il y avait quelque chose qui semblait fonctionner. Donc, j'ai continué comme ça. Et puis, il y a eu un moment où je suis arrivée au 7e épisode. Et là, la parole devient un « on ». Et donc, je me suis dit, catastrophe. En fait, c'est un chœur, mais c'est un chœur d'anonymes. Donc, il faut absolument pas les incarner, ou en tout cas pas que ce soit la parole des personnages qui sont eux-mêmes dans les scènes, etc. Et en fait, c'était très intéressant parce que je crois que cet épisode-là m'a permis de rester très... et grâce à nos échanges avec Laurent, de rester très libre et de pouvoir se dire, c'est 14 histoires, il faut pouvoir rester libre à tout moment, de réinterroger cette répartition de la parole, parce qu'adapter, c'est vraiment faire la part de ce qui est dit, du degré d'incarnation pour l'acteur et de ce qui est entendu, donc toutes les places aux didascalies sonores qui permettent aux équipes de réalisation de travailler derrière. Et voilà. Et c'est vrai que les échanges avec Laurent ont toujours été très, très constructifs parce qu'ils m'ont, enfin, quelque part, ça me donnait, c'est impressionnant d'adapter Laurent Mauvigné, et donc ça me donnait une espèce d'autorisation et aussi quelque chose de l'ordre de la liberté intuitive, et voilà, voilà, je l'ai vraiment vécu dans ce chemin-là, voilà. Moi, ce que je peux rajouter à ça, c'est que mes premiers livres étaient des monologues intérieurs. Et ce livre-là est peut-être le premier. J'avais déjà fait des petites tentatives comme ça, où on va vers justement une voix omnisciente, mais pour autant qui est pas neutre, et parce que non seulement effectivement elle sait tout, mais alors elle a une faculté, moi, qui me plaît beaucoup, c'est la faculté de rentrer dans les têtes des uns et des autres, d'y entrer, de sortir comme ça, de faire ses courses et de repartir. Donc c'est à la fois une voix omnisciente, mais effectivement ce sont des monologues intérieurs à la troisième personne, on peut dire ça, malgré le paradoxe. Je crois qu'on peut quand même le dire, et c'est vrai que, en parlant comme ça, moi, je voyais bien que ça appelait un matériau libre. Il y avait pas c'était pas une voix qui obligeait vraiment à respecter la troisième personne hyper distancée, etc. Dans la mesure où même à l'intérieur de l'écriture, il y a ces mouvements comme ça, ces basculements, où on est une voix qui n'appartient
qui appartient à un narrateur comme ça, et puis qui effectivement qui va cheminer, etc. Donc je trouve que le texte lui-même le permettait. Donc moi, ça me paraît pas du tout. Non seulement c'est pas un contresens de le faire, mais en plus, au contraire, je trouve que ça nourrit totalement ce que moi je voulais faire dans le roman. Dans la mesure où ça respecte, pour moi, la donnée qui était primordiale, c'était de respecter, comme on n'a pas on n'a pas le mouvement souterrain qu'on a toujours dans un roman, c'est-à-dire vraiment cette espèce d'évolution comme ça jusqu'à un point fort. Là, par exemple, ce qu'on entend là, ça pourrait être la fin du livre, et c'est le début, en fait. Donc, en fait, moi, je travaille plus sur l'onde de choc que sur réellement un drame. Le drame, il arrive toujours au début. Alors, d'habitude, il arrive plutôt à la fin. Bon, bref. Et donc là, la question, c'était de pouvoir respecter la linéarité de tout ça, de trouver la ligne souterraine qui tient l'ensemble, quoi. C'est comme si on avait vraiment notre collier de perles. Il fallait vraiment penser avec quel fil on allait faire ça, quoi. Donc à partir de là, moi, la possibilité de passer par plusieurs voies comme ça, je trouve que ça respectait totalement l'idée d'être dans la continuité, quoi, d'être dans le mouvement linéaire. Donc pour moi, c'était l'essentiel, quoi. Et je rajouterais aussi qu'après coup, ce que je me dis aujourd'hui, peut-être que c'était pas totalement concret pour moi à ce moment-là, c'est qu'en réécoutant le travail de Juliette, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de... vous savez, quand des survivants ou quand on a un choc important ou une légère blessure, quelque chose qui nous trouble dans la vie ou qui a plus ou moins d'impact, que ce soit un deuil ou bien complètement ce que peuvent dire aussi les survivants du Bataclan, par exemple, c'est qu'il y a une espèce de dissociation entre soi et l'événement qui a eu lieu. Et souvent, la première chose qui reste, c'est les sons. C'est le trauma sonore, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, je trouve aujourd'hui, quand je réécoute, ça me parle de ça aussi. Ça me parle aussi dans cette parole à la troisième personne, de cette possibilité de se regarder, de regarder soi ou de prendre cette distance pour parler de cet événement. Voilà. Et je rebondis aussi sur Louise au niveau de la direction d'acteurs. Ça a été justement un axe pour moi sur tout cet enregistrement de ce feuilleton. C'était justement conduire les acteurs, les comédiens et comédiennes à trouver vraiment l'endroit d'où ça parle. Et justement, avec cette difficulté pour eux, donc selon les comédiens, c'était plus ou moins difficile, c'est des monologues intérieurs. En même temps, c'est à la troisième personne, donc où trouver vraiment l'équilibre, jusqu'où s'engager émotionnellement, jusqu'où être neutre. Et ça a été vraiment un gros boulot, que moi j'adore, de direction d'acteurs, certains qui étaient plus à l'aise avec cette langue, d'autres moins. Et donc cette question-là, elle rebondit, et c'est vachement intéressant de voir comment chacun s'empare comme ça intuitivement de ces monologues à la troisième personne. Et selon les moments, et on sentait tout de suite quand c'était faux, en fait. Soit qu'il y avait trop d'engagement émotionnel, ça devenait pathos ou je sais pas, soit, à mon sens, soit au contraire, ça devenait de la narration, et c'était pas ça non plus. Et la question d'où je parle, qui parle, mais voilà, qu'est-ce que le personnage à ce moment-là, est-ce qu'il doit aller jusque-là dans son ressenti ou est-ce qu'il reste un peu à distance ? Donc on voit bien le lien entre les trois moments, quoi. C'est peut-être le moment d'écouter alors l'exemple de transition, parce que là on entend très très bien ce que vous venez tous de décrire, à la fois l'onde de choc dans la fluidité entre les histoires, et puis si je me souviens bien, dans la transition qu'on va entendre, il y a un monologue intérieur, et puis ensuite on alterne les narrateurs, on passe d'une femme à un homme, à un autre homme, quand on arrive dans la mer du Nord, et ça sert vachement bien la transition. Bref, on va écouter, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est le son 3. On est au Japon après le tsunami, et on va partir vers la mer du Nord. Et l'eau, enfin, finira par perdre une partie de ce qu'elle aura arraché à la terre. Enfin, l'eau se retirera. Enfin, elle désertera le terrain conquis.
Elle l'abandonnera et retournera vers l'océan en passant par tous les vides, tous les trous. Les fentes, les fissures, les failles infimes seront pour elle des issues qu'elle prendra, fouillera, écartera en gardant dans l'épaisseur de ses plis et ses filets de boue des corps enchevêtrés aux morceaux de carlingues, de bâtiments, d'entrepôts. Et c'est toute l'histoire du village fracassé. Des débris de chair et de fer, des bateaux déchiquetés et des voitures, des mémoires et des familles entières, des lambeaux d'histoire et de corps qu'elle va traîner dans son repli, comme les miettes d'un festin amer et monstrueux. Tout ça ira se dissoudre et disparaître dans la mémoire et la profondeur de l'océan, dans des remous auxquels bien sûr Yoko ne pensera pas tout de suite. Plus tard, elle comprendra que son blouson dans le style doudoune lui aura servi de bouée de sauvetage. Mais ce sera tout. Elle restera figée dans la dévastation. La sienne et celle qu'elle reconnaîtra lorsqu'elle la croisera sur le visage d'autres rescapés. Elle aura quelque part devant ses yeux l'image fugitive et incertaine d'une silhouette d'homme marchant vers la plage ou lui faisant l'amour et se dissipant comme un rêve alcoolisé. Et elle ne saura rien à ce moment-là que cet angle mort au cœur de sa vie. Elle ne saura pas non plus qu'on l'aura retrouvée à moitié morte et incapable de parler, sous des planches, du bois flotté, des matériaux à peine reconnaissables sous la boue. Yuko, à moitié détruite mais vivante, le corps capable de se renforcer, de refuser la mort, de se nourrir encore et de recommencer à vivre avec une détermination et une obstination qui seront comme deux étrangères en elle, deux inconnues fichées au plus profond de son être. Elle ne saura pas non plus que le monde va bientôt regarder vers elle et vers la côte de Tohoku. Puis, avec son étrange compassion et cette attention teintée de peur et d'excitation, de dégoût et de jouissance, vers tout le Japon. Car bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Pourtant, il aura encore assez de puissance pour se jeter contre des icebergs en pleine mer du Nord. Il aura parcouru la Terre, comme pour rappeler que tous les objets du monde sont reliés entre eux d'une manière ou d'une autre, et qu'ils se touchent les uns les autres. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course. Presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres. Encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Mais pour l'instant, la mer du Nord est un spectacle paisible et lisse. Le ciel calme et plat pourrait se refléter dans un miroir presque parfait si ce n'était pas encore la nuit, presque déjà l'aube. C'est comme si on avait remonté le temps, alors que c'est seulement le miracle de l'heure universelle et des lignes méridiennes. Il est 9 heures de moins qu'au Japon. Bienvenue sur l'Odyssea. 293 mètres de long et 32 de large. 92 627 tonnes de technologie, d'élégance, de luxe qui vogue sous pavillon panaméen. C'est le début de la journée. Le 11 mars commence à peine. Il n'est pas encore 8 heures du matin. La mer est une masse au noir profond d'où remonte la puissante et enivrante odeur d'iode. Le vent court à toute vitesse. Rien ne le retient. Il s'étonne peut-être encore de tomber nez à nez avec des mastodontes comme l'Odyssea. Et voilà comment on passe du Japon à la mer du Nord en quelques secondes. Il y a tout là. Pour le coup, c'est très explicite. La symbolique de l'eau, l'onde du tsunami qui nous emmène ailleurs sur une autre étendue d'eau. Et puis en même temps, ce narrateur qui resitue l'intrigue. On est tel jour, à tel moment. C'est bien qu'on ait entendu celle-ci parce que c'est la première vraie transition. Donc c'est vrai c'est celle qui est la plus explicite. Parce que pour moi, c'était quand même important d'expliquer quand même que dans ce livre,
l'idée, c'était de pas trop s'attacher aux gens parce que ça dure pas très longtemps. C'est pas facile. C'est comme dans la vie, quoi, en fait. Et donc voilà, donc c'est vrai que cette transition-là, elle est extrêmement importante puisque c'est une façon de dire, voilà, c'est une des clés. Le livre va fonctionner là-dessus. Donc c'est vrai que c'était aussi important pour l'adaptation que les choses soient vraiment claires à l'esprit de tout le monde. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc c'est un peu, voilà, c'est toujours pareil, hein, une œuvre de fiction, quels que soient ses moyens, il y a une sorte de contrat avec le lecteur ou l'auditeur. Il faut que chacun sache à peu près comment on va fonctionner, quoi. Et là, c'est vrai que moi, ça a été peut-être un des passages les plus difficiles à écrire parce que justement, il y avait c'est pas seulement une question de transition. Le plus dur, c'est pas de passer du Japon à la mer du Nord. Ça, c'est très facile. Ça. Ce qui est compliqué, c'est de passer d'une tension dramatique quand même extrêmement puissante à quelque chose d'apaisé et qui est sur un mode complètement différent. Et là, je trouve qu'on l'entend. Alors certes, parce qu'on on est au courant, donc on entend par exemple comment les bruits de l'eau sont plus les mêmes. Et ça, c'est très significatif. Et après, je pense que c'est aussi une façon dont l'oreille capte le sens que ça produit et qui se travaille sur tout l'ensemble de l'adaptation. Pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, par exemple, il y a une chose très concrète qui arrive tout de suite après cette transition, c'est cette voix dans les haut-parleurs du paquebot. Et ça, c'est vraiment strictement l'écriture de Laurent Mauvigné. Et ça, c'est évidemment, ça n'est pas nommé comme tel dans le roman, que c'est dans la bouche d'un haut-parleur en fait, je me suis laissé cette liberté d'amener un élément très concret pour que les auditeurs s'installent immédiatement dans cet espace sonore. Et ce que je trouve redoublé de l'ironie aussi de l'auteur en étant dans cette description de cet espace plein de luxe alors qu'on vient de quitter le Japon et en fait c'est les contrepoints dont parlait Laurent tout à l'heure sur vraiment comment est-ce qu'on est tout le temps en train de comment les contrastes se font et je trouve qu'il faut trouver le contraste en même temps à travers le lien et c'est là où c'était c'était très intéressant de travailler comme ça dans cette prise de relais. Et ce que je trouve intéressant dans le passage qu'on vient d'entendre, c'est, pour le coup, là, on a entendu le silence. Il y a tout un moment où on n'entend que le texte, finalement. Est-ce que c'est un équilibre à trouver ou est-ce que vous saviez dès le départ à quel moment du texte fallait vraiment mettre en valeur et protéger ? Ah non, je ne sais pas du tout dès le départ. Moi, je ne sais jamais rien. Dès le départ, en fait, enfin, je sais des choses, mais c'est vraiment en écoutant et à un moment, on sent qu'il faut sortir de ça. Comme je vous dis, on a la résonance parce qu'il y a deux moments, en fait. Il y a le tremblement de terre et après, il y a la vague qui arrive. Et il est évident, enfin, pour moi, ça me semblait évident que, en fait, cette vague, on l'a fait entendre dans notre générique de début, que vous avez entendu en ouverture, qui est une vague d'ailleurs trafiquée, et, enfin, voilà, c'est pas du tout une vraie vague, mélangée à toutes ces voix du jardin public, quoi. Je reprends la comparaison qu'avait fait Laurent en parlant de ce roman. On n'en a pas parlé, mais c'était vraiment très intéressant. Je te laisse le dire d'ailleurs. Non, et en fait, il était plus parti en fait du jardin public que du tsunami finalement. Oui, c'est vrai. Au départ, c'est un livre qui est né avec l'idée de faire un livre sur un jardin public en fait. Parce que je voulais un endroit. J'avais entendu un fait divers qui m'avait beaucoup touché et qui se passait dans un jardin public. Et comme beaucoup de romanciers, je passe quand même mes après-midi à me promener et un peu à glander quand même. Mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir quand même glander. Pas intelligemment, mais en tout cas d'essayer d'en faire quelque chose, quoi. Et les jardins publics, pour ça, c'est des endroits qui sont assez extraordinaires. Parce que vous mettez comme ça sur un banc, et puis vous voyez, il se passe des choses extraordinaires, des gens passent, et puis il y a plein d'histoires. Et moi, c'est toujours très, très touchant, et
ce sont des lieux à la fois publics, comme jardin. On parle de jardin intime, de jardin secret, et puis d'espace public. Et il y a une espèce d'oxymore dans jardin public, je trouve. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup, faire un lieu qui soit à la fois ouvert à tout vent et puis en même temps très intime. Puis au fur et à mesure, une fois encore, ça a grandi. Je me suis dit que finalement, mais les aéroports c'est comme ça, les gares c'est comme ça. Et puis et le livre est né vraiment comme ça, en élargissant le jardin public. Mais la Terre est un vaste jardin public de ce point de vue-là. Et pour le coup, quand on s'assoit sur un banc dans un jardin public, et qu'on est là pour observer et écouter les gens, on entend des histoires et puis les gens partent et on n'a pas la fin de l'histoire. C'est exactement ce qui se passe autour du monde. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi en ça que c'est quelque chose pour moi de radiophonique. C'est que c'est vraiment quelque chose, une histoire d'onde. C'est-à-dire ça passe comme ça et puis d'un seul coup on change de station, quoi. Vous voyez, il y avait vraiment, pour moi c'était très présent dans le. Mais bon, après, c'est aussi des questions que je me pose par rapport à ce que c'est qu'être romancier, ce que c'est qu'un roman, parce que ou une fiction générale, où on apprend toujours qu'il y a un début, un milieu, une fin. Pour le coup, comme disait Godard, peu importe le sens dans lequel on les met. Mais c'est vrai que moi, les romans sont toujours, la fiction est toujours traitée de manière très hiérarchisée, c'est très vertical. Et là, justement, je voulais faire un livre qui soit complètement à l'horizontale, sans personnage principal. Parce que c'est toujours pareil, le problème des fictions, c'est qu'il y a toujours un personnage principal, des personnages secondaires, et puis des silhouettes, etc. Et là, je voulais faire vraiment l'inverse, quoi. Je voulais vraiment... pour moi, c'est un des grands problème du roman, de la fiction en général, c'est ce manque de démocratie à l'intérieur des fictions. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas égaux les uns les autres. Et moi, quand même, il y a un endroit où ça me dérange. Et donc, je suis embêté puisque je fais ça tous les jours. Et de temps en temps, il y a comme ça une espèce d'utopie de réaliser une fiction qui serait une sorte de démocratie de l'imaginaire, démocratie où chaque personnage aurait son droit d'exister de la même manière que les autres, quoi. Et je trouve que du coup les jardins publics ou ces espaces communs comme ça donnent un petit peu cette ambiance-là. Et donc évidemment la première chose qu'on a, c'est le son. Ça. C'est plus que les corps, c'est un petit peu, c'est la passante de Baudelaire, vous voyez, c'est totalement, ça passe, quoi. Mais ce qui reste, ce qui s'inscrit, c'est le son, en fait. Juliette, vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure ? Non, je revenais à votre question sur le silence, que c'était la question de départ. Non, à la radio, de toute façon, voilà, je dirais c'est d'abord l'art du silence avant même d'être l'art de la parole. Et moi, ce qui m'intéresse quand on a une langue comme ça, c'est aussi évidemment d'abord de faire entendre la langue. Et je trouve ça très intéressant. Tout d'un coup, ça s'est fait donc de façon totalement naturelle. Je ne l'avais pas pensé avant. Mais voilà, on est dans un univers sonore et tout d'un coup, on a juste la langue, en fait. Et ça continue de fonctionner. Et les auditeurs sont dans leur imaginaire et eux-mêmes se font le son, se font les images. Et la vague, évidemment, il fallait pas. Enfin, pour moi, il fallait absolument pas la faire à ce moment-là. Mais peut-être à un autre endroit. Mais justement là, il fallait le silence. Mais c'est une intuition. Encore une fois, je peux pas dire que je l'ai construit. En fait, c'est sur le moment. Et en l'écoutant, je trouve que cette transition, en fait, ce qui m'a frappé en écoutant l'extrait, c'est vraiment la douceur qui se dégage de tout ça, en fait. Et c'est malgré le sujet. Et je trouve on est embarqué dans cette transition tout en douceur, sans même s'en rendre compte. L'écriture, c'est pareil. Et oui, on va changer, justement, on va faire venir une autre mer, et bien sûr le paquebot. Et tout ça se fait... voilà, c'est une fiction. J'ai jamais travaillé sur les ruptures, en fait. J'ai travaillé sur la fluidité. Alors que parfois, ça peut être l'inverse. Les ruptures se font parce qu'on passe d'un endroit à l'autre, mais c'est une ligne, quoi. C'est vraiment une ligne. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Parce qu'on est censé avoir un troisième extrait. Il est 30 presque. Donc, je propose qu'on passe aux questions, à l'échange avec le public. Puis si jamais on a du rab, voilà. Oui. Est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des questions ?
Pas de questions. Ah, Laurence Le Sceau, chef du service radio. Une question dans ma besace. Moi, je voulais en savoir plus, s'il vous plaît, sur la façon dont vous avez échangé, Sophie et Laurent, pour savoir quel passage garder, et la façon dont vous avez vraiment choisi, sélectionné, et est-ce que vous avez réécrit éventuellement certains passages? Alors, j'ai absolument rien réécrit. Donc ça, c'était mon défi de départ. Alors que quand j'ai adapté Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan en 2015, en fait, j'avais réécrit des passages. Je m'étais laissé plus de liberté à cet endroit-là. Non, là, j'ai vraiment... c'était vraiment la langue que je voulais mettre en valeur. Donc, j'ai vraiment rien réécrit. Par contre, je me suis vraiment amusée à distribuer la parole. Et par exemple, l'extrait qu'on entendra peut-être ou pas, vous pouvez aller l'écouter, donc c'est dans le 2e épisode. C'est intéressant parce que, par exemple, la manière dont la parole est répartie dans cet extrait-là, c'est vraiment on va dire une idée d'adaptation, et elle est venue après coup parce que la scène qui est juste après est une scène entre ces deux personnages. Et donc, j'ai imaginé que l'un des deux pouvait raconter ce qui était arrivé à cet homme après coup. Mais ça, c'est des choses qui, par exemple, ne peuvent se faire que parce qu'on avance dans le roman et puis on retourne en arrière parce que d'un coup, il y a une clé qui est vraiment une clé qu'on se raconte à soi-même. Et finalement, c'est des clés de lecteur. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'est-ce que la langue et la scène me provoquent. Pourquoi est-ce que d'un coup ça me semble évident que cette scène-là, je pense à cette scène, je ne sais pas si elle fait partie de l'extrait, mais c'est une scène entre donc le personnage de Krenov et sa fille et cet homme, et où il y a une grande violence qui naît parce qu'ils sont sous une douche et cette scène devait être incarnée parce qu'elle devait raconter la violence d'humiliation contre humiliation. Enfin, il y avait quelque chose qui d'un coup, il y avait une irruption de réel en fait qui devait être incarnée. Et c'est ça qui est très beau dans le roman, c'est qu'il y a cette fluidité permanente, mais à l'intérieur de ça, il y a des fulgurances de choses extrêmement réalistes et qui nous renvoient, qui sont assez brusques en fait, même pour l'auditeur. Enfin, en tout cas, à mon sens. Et après, j'ai pas complètement répondu à votre question, pardon. Peut-être, il y a quand même Laurent. des passages que vous avez laissés de côté, non? Ah oui, oui. Alors, très, très, très tardivement, le voyage numéro 4, en fait, le 4e voyage, mais vraiment à la fin, en fait, à la toute fin, on a dû l'abandonner. Je dis on parce que j'ai été aidée par Juliette et par une des conseillères littéraires de France Culture, dans le sens où je n'arrivais pas à couper cet extrait et en fait ça ne fonctionnait pas. C'était entre la mer du Nord et Jérusalem, et c'était une histoire très très courte dans le roman qui vraiment durait quelques pages à peine et qui demandait à être restitué en entier ou pas. Ça ne rentrait plus dans le cadre et j'ai, on va dire, le fait que c'est été coupé avec l'accord de Laurent juste avant la mise en production, c'était très bien parce que je pense que quand on écoute ce passage, il y a parce que ça parlait de vertige sous-marine en fait. Et on le retrouve dans le roman un peu plus tard, c'est-à-dire cette impossibilité qu'ont certaines personnes d'être sous l'eau. Et je pense que Juliette a quand même restitué cette sensation-là, même si l'histoire en elle-même, en entier, n'existe pas. Donc voilà, par exemple, c'est des petites choses comme ça. Et après, il y a eu un autre passage, malheureusement, qu'on aurait beaucoup aimé conserver avec Juliette, qui a dû être coupée dans sa globalité. Peut-être Non, mais je pensais qu'il y avait aussi un truc très concret, c'est qu'on est limité par la durée. Ah oui, oui, évidemment. Et qu'à un moment donné, c'est super difficile. Les choix à faire, c'est des feuilletons qui doivent rentrer enfin, c'était pas encore 28 minutes 45. Et donc, il y a des choix très, très douloureux à faire, quoi. C'est dès l'adaptation, quoi. Mais j'ai pas l'impression d'avoir coupé on va dire, de la... j'ai conservé l'histoire tant que je le pouvais. C'est-à-dire que ce qui est plutôt coupé, c'est des digressions
mais qui sont des digressions très intéressantes pour ce que ça représente comme accumulation pour connaître le personnage. Mais j'ai dû, évidemment, il y a des phrases, Laurent Mauvigné écrit de très longues phrases, donc forcément, il y a des choses qui ont été coupées, ou bien elles ont été coupées au milieu et redonnées à un autre personnage. Voilà, ça a été tout un jeu comme ça, mais qui ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que ça a été une traversée, puis après encore une autre traversée, je ne sais pas, des vingtaines de traversées de la totalité ou plus, pour réussir à trouver l'équilibre, quoi. Après, pour répondre en partie à votre question, je crois, il se trouve quand même, on se connaissait déjà avant. Et c'est important pour moi parce que on avait travaillé avec Louise à l'assisté Othello Vilgar, qui avait fait la mise en scène d'une légère blessure au rond-point. Donc il y avait une comédienne, Johanna Nizar, et on avait quand même déjà beaucoup parlé ensemble de ce rapport entre l'écriture, ou mon écriture en tout cas, et comment mettre cette écriture-là en bouche, on avait déjà eu des conversations là-dessus. Donc quand il y a eu cette proposition, je savais déjà quand même qui s'adressait à moi et comment elle pouvait... je savais qu'elle me connaissait suffisamment pour qu'on puisse se parler assez simplement et se dire les choses et parler en sentant qu'on pouvait aller dans la même direction. Donc c'est vrai que je ne l'aurais pas forcément accepté de tout le monde. Parce que ça demande quand même une grande confiance. Et a priori, c'est vrai qu'on me propose ça, la réponse a priori est plutôt non. Parce que à partir du moment... Ça, c'est un problème que j'ai, par exemple, pour les adaptations de romans au théâtre. Ça, je dis quasiment tout le temps non, en fait. Parce que, pour moi, les coupes qu'on va faire dans un texte, elles comptent. Moi, je les entends, ces coupes, et elles produisent quelque chose. Donc, il faut quand même avoir sacrément confiance en la personne qui va les faire pour que ce soit possible. Donc là, je savais... Après, il y a quelque chose aussi, c'est que chaque médium a ses particularités. Donc, je savais très bien que là, effectivement, sans parler même de la question de la durée, si on restitue le livre en entier, là, c'était pas 10 épisodes, c'était 20, quoi, ou 15, je sais pas, mais enfin, ça prenait pas du tout puis d'une certaine manière, quel intérêt, quoi. Donc il y avait quand même vraiment ces questions-là, et là il faut de la confiance, il faut pouvoir en parler, il faut aussi pouvoir vraiment, oui, imaginer que c'est un autre support aussi, donc ça ne produit pas les mêmes effets, toute la puissance sonore que peut produire comme ça Juliette dans son travail. Je veux dire, la question c'est comment dans les coupes, tout ça n'entre pas en concurrence en fait aussi, comment ça s'accompagne. Donc ça, moi, c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois de comment ça... moi, j'avais peur que ce soit parfois trop illustratif, du coup. C'est des questions qui se posent forcément, parce que moi, j'avais ça en tête en écrivant le texte, mais en même temps, une fois que si vous dites le mot vague, et puis si on entend la vague, voilà, toutes ces questions-là, c'est compliqué, quoi. Donc ça, on en a effectivement beaucoup parlé, par exemple. Tout en sachant, effectivement, qu'on n'aurait pas à la fin... la totalité du livre, qu'il y aurait des choix à faire qui seraient douloureux ou parfois injustes ou peu importe, mais que ce qui était pour moi le plus important, c'était d'avoir la sensation effectivement qu'on passait pas d'un épisode à l'autre. Vous voyez que vraiment le cœur du projet du roman était là, et pour moi c'était ça le plus important, quoi. Puis après, je dirais que l'art de l'adaptation sur du très long temps, parce que en fait c'est vraiment des choses qui se font de façon inquantifiable, c'est de réussir à effacer les coutures le plus possible. Et c'est vrai que la clé que m'a donnée Laurent, que j'ai retransmis à Juliette, de la question de la fluidité, a été essentielle. Et donc il fallait absolument que rien ne se voie sur le travail éventuellement de condensation de certaines choses, quoi. Voilà. Merci, et pardon d'avoir écorché votre prénom. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Merci déjà pour cette conférence très intéressante. Je voulais savoir dans des détails plus techniques, en fait, combien de temps ça vous a pris, toute la réalisation, et aussi combien de personnes avaient travaillé sur cette œuvre. J'ai laissé mon calepin au vestiaire. Je peux aller le chercher. Non, mais j'ai une idée. En gros, il y a, je dirais, 120 comédiens, à peu près, sur tout le feuilleton, y compris la figuration. C'est-à-dire qu'il y a des moments, à peu près, je pense qu'on arrive, c'était une grosse distrib. Donc 120 comédiens, et la durée totale, un feuilleton de 10 épisodes, généralement, c'est 2 mois. Tout compris, donc il a dû avoir 2 semaines entières, 10, même peut-être 15 jours d'enregistrement. Je vous dis, grosso modo, 20 jours de montage et 20 jours de mixage, quoi, à peu près. Voilà. Mais c'est peu par rapport au cinéma. Et on fait pourtant un travail qui ressemble. Qui ressemble, mais dans des moyens plus... Mais oui, ça fait partie des plus gros feuilletons que j'ai pu faire à tous les niveaux. Ça répond à votre question ? Oui, merci. Oui, je confirme. Ça semble très peu ? Ça semble très peu. Ça semble très court, en fait. Non, comme temps de travail... Oui, tout à fait. Mais c'est ça, mais c'est 2 mois, 2 mois et demi. C'est très court, et c'est en ça aussi que le travail d'adaptation, il est primordial, et les échanges au préalable, parce qu'en fait, ça doit être... Moi, je connais bien le terrain, je connais bien les plateaux de tournage de fiction radiophonique, et donc ça doit être une évidence totale. Aucun des collaborateurs, en fait, ne doit se poser des questions sur mais là, quel point de vue je prends sur le bruitage. Enfin, et évidemment, c'est la transmission de Juliette... sur son regard sur le texte, enfin je parle, excuse-moi, mais qui permet d'aller aussi vite, parce qu'après derrière tout le monde sait, on a très peu de temps pour faire une seule prise, donc tout va vraiment très très vite, quoi. Oui, moi je disais c'est très court comme temps de travail pour ce résultat, et je me dis, enfin moi je viens du documentaire télé, je fais de la production, donc je pense que vous travaillez plus que ça. Enfin, je veux dire, il y a un problème de moyens, évidemment, pour faire ça. Et j'ai du mal à croire que c'est vraiment ce temps-là qui est consacré à la série. Ou alors, il faudra que vous m'expliquiez comment vous arrivez à faire ça. Oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait ce temps-là. Après, je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté, bien évidemment, le temps de préparation. Ah oui, non, mais c'est ça que je veux dire. C'est que... Ah bah alors si je réponds à la dame en incluant le temps de préparation, bah oui, mais je vous dirais de l'ordre de 4 mois. Bah c'est important parce que c'est le temps qu'il faut. Oui, c'est non, important. Et non, mais la question, je la répondais vraiment la question concrète. Mais c'est un problème, des moyens. Je trouve. Du coup, ça veut dire, c'est du bénévolat entre guillemets pour... C'est un problème. On en parle beaucoup à Radio France et on est en passe d'être. Moi, je trouve ça magnifique ce que vous faites et ce que vous avez fait et bon, je compare avec ma petite expérience où il y a des films qui ont du mal à se monter et où les réalisateurs et les monteurs m'expliquent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et on est à 10-15 semaines pour... voilà, et donc j'ai envie de... Et on sait que c'est un problème et de toute façon, il faudrait plus de temps pour tout ça, quoi. Oui, et la préparation d'un feuilleton qui n'est... pas prise en compte, je dirais, officiellement, qui va peut-être l'être de plus en plus pour ce genre de feuilleton, est absolument énorme. Et c'est ne serait-ce que la distribution. Voilà, et tout ça se fait en amont, les plans de travail, vous connaissez. Donc oui, moi j'ai répondu vraiment pour que vous ayez en studio, mais bien sûr, puis même... 120 comédiens, ça me semble... Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Ils ne font pas parfois plusieurs rôles ou... Non ? Je ne comprends pas votre question, en fait. Pardon. Je dis 120 comédiens, enfin, moi je ne suis pas du tout du métier, ça me semble vraiment énorme. C'est énorme parce qu'il y a beaucoup de scènes où il y a des ambiances. Ambiance veut dire, je prends l'exemple, au début, il y a un café, par exemple, au Japon, il y avait 9 comédiens japonais. Ça fait partie des comédiens, voilà, ils font des figurations et on ne les entend pas forcément. Après, dans les personnages principaux, je dirais, il y a une vingtaine.
même 20-25 de rôles, voilà, comme il n'y a pas de premier rôle ou je sais pas quoi. Mais même, une personne va avoir une voix, va dire Monsieur, votre café. Voilà, c'est un comédien. Donc là, j'englobe tout le monde. Ouais, mais c'est vrai que c'est la particularité de la radio, c'est-à-dire qu'au théâtre, plusieurs personnages peuvent être joués par le même acteur. Et c'est vrai qu'à la radio, la voix est le costume du personnage et sa personnalité, voilà, et ça, voilà, ça se restitue que par la voix. Donc on est dans on a cette possibilité d'exprimer des choses différentes en fonction du grain de la voix de chaque personne. Donc c'est pour ça qu'on a autant aussi de voix différentes. Et à la radio, on a la chance d'avoir la possibilité d'embaucher beaucoup de comédiens. Et quand il y a des ambiances, etc., c'est évidemment 10 fois plus intéressant de faire venir des comédiens, de travailler là-dessus, parce que les ambiances, c'est extrêmement difficile, c'est passionnant à diriger, etc., plutôt que de prendre un CD avec un bruit de café qu'on peut trouver. En cherchant, j'aurais pu trouver un café au Japon qui correspond. Mais voilà, moi, c'est pas comme ça que je veux travailler. Voilà, mais tant qu'on a la chance d'embaucher des comédiens, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. C'est une belle phrase de fin. Je suis désolée, on va devoir libérer la salle, mais je vous annonce la suite du programme. À 16h, dans la bibliothèque, il y a une écoute de Cerno, de Julien Cernobori, et Le Grêlé de Patricia Touranchot. À 16h, ici, l'interview sensible par Eva Bester et Marie Richeux, animée par Laurence Le Sceau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans la petite salle, à 17h, il y a une mini-rencontre avec Alexandre Bord. À 18h, une mini-rencontre avec Nolwenn Thivaud de Narasson. Et à 19h, une rencontre avec Radio Parleur. Voilà, et vous aurez d'autres écoutes aussi dans la bibliothèque qui sont prévues avant le spectacle de ce soir. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Merci.